Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. C'est ce que plusieurs craignaient qu'après un assassinat politique épouvantable, très graphique, dont les images ont circulé en plus, là, que ça puisse déclencher autre chose, déclencher des réactions où on réagit à la violence par l'appel à la violence. Tu vois comment le portrait ce matin, là? Il y a tellement de pistes de réponses qui toutes d'ailleurs ne sont pas belles à contempler. C'est évident que pour ce qui est de la liberté d'expression, on se rend compte qu'on est un peu dans un cul-de-sac au pays qui met ça en avant de toute autre valeur. C'est le premier amendement. Or, on ne règle plus son envie de débattre et de discuter avec des mots, des arguments, mais on clôt le bec de son adversaire en lui tirant dessus, que ce soit un adversaire politique au sens traditionnel du terme ou que ce soit, comme avec Charlie Kirk, un adversaire au sens du débat, de quelqu'un qui animait le débat. C'est effectivement très troublant dans un pays où la violence politique était quand même plus ou moins matée depuis 20-25 ans. Les États-Unis ont une histoire trouble avec la violence politique, comme plein de pays, mais il faut quand même constater que ce pays, qui a un enjeu de violence tous azimuts, avait réussi, dans le registre du politique, à peu près préserver les choses depuis 20-25 ans. Si on remonte en arrière, la guerre civile américaine, c'est un prolongement de l'incapacité à discuter, à débattre, et c'est probablement le plus sanglant, pas probablement, certainement le plus sanglant de tous les rendez-vous de l'histoire américaine. C'est 600 000 morts avec une population à l'époque de 30 millions de personnes. Quand aujourd'hui, des gens Andrew Tate annonce que c'est la guerre civile qui s'en vient puis que c'est peut-être ce que ça prend pour régler le problème, il faut être complètement déréglé dans sa tête. De grands mouvements de travailleurs à la fin du 19e siècle se sont réglés dans le sang. On peut parler de violence politique. L'émergence du Ku Klux Klan pendant des années, c'était de la violence politique sans l'ombre d'un doute. Les années 60, la résistance à la guerre du Vietnam, je sais pas si tu te souviens de l'image de l'héritière milliardaire Patricia Hearst qui faisait une banque à San Francisco alors qu'elle était dans l'armée symbionnaise de libération, dont on n'a plus beaucoup entendu parler. Mais c'était une époque où il y avait aux États-Unis de la violence. Ouais, puis les années politique. 60, c'est quand même Kennedy puis Luther King, là. C'est Martin Luther King, t'as parfait, Robert Kennedy, évidemment son Kennedy frère au pluriel, t'as raison, les Kennedy au pluriel. Exact. George Wallace, ancien gouverneur de l'Alabama, qui fait campagne en 72 sur un programme ouvertement ségrégationniste, de droite, disons comme ça, et qui se fait tirer dessus à bout portant. Et dans le calendrier plus récent, c'est en 95 qu'on a assisté à Oklahoma City de façon tragique à un incident de ce qu'on appelle terrorisme domestique, une bombe qui va faire des dizaines et des dizaines de victimes. Tim McVeigh, un ex-militaire qui décide de dire le gouvernement est en train de nous asphyxier. Il n'y a pas d'autre moyen que la violence pour réveiller la population. Donc Andrew Tate lui dit une guerre civile est peut-être souhaitable. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut être complètement déréglé, malade dans la tête pour avoir ce genre de propos. Quand on sait à quoi ça renvoie, je pense que les Américains, en tout cas Andrew Tate, a oublié ce que c'était qu'une guerre civile dans le cas des États-Unis. Puis si je dis tout ça, c'est parce que effectivement c'est un pays violent. Il y a 40 à 45 000 personnes qui meurent par année par balle aux États-Unis. La grande majorité se suicide, mais il y a 18, 19 000 homicides. Et pourtant, on arrivait à avoir des échanges musclés sans déraper. Les choses ont évolué pour le pire avec janvier 2021, l'assaut du Congrès, même si, puis je le souligne toujours, dans un pays armé jusqu'aux dents, et tous ceux qui ont pris d'assaut étaient potentiellement des gens qui portent des armes dans la vie, il n'y a pas eu du côté de ceux qui ont pris d'assaut d'attaque avec des armes. En fait, il y a une personne qui est morte par balle et c'est un policier du Capitole qui avait tiré dessus. Et on peut comprendre qu'on se soit senti menacé à certains moments, mais c'est le début d'un cycle. Alors, quand on parle de Kirk, depuis 24-48 heures, il y a la résidence du gouverneur de la Pennsylvanie qui a été torchée. On a mis feu à sa résidence, la résidence officielle. T'as une représentante au Congrès du Minnesota, on l'a beaucoup souligné, mais qui a été tuée chez elle avec son mari pour des raisons
politique. Nancy Pelosi n'était pas chez elle à San Francisco. Son mari a reçu le coup d'enclume. Alors, c'était un désaccès, mais là aussi, il y avait apparemment des motifs politiques. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec partout l'idée qu'il y aura une rétribution, qu'on est au bout de la conversation et que la seule façon de faire taire ton adversaire, comme je le disais, c'est de le tuer. Et c'est extrêmement angoissant, avec des conséquences concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es une personnalité publique aux États-Unis, mais c'est vrai ici aussi en France, tu ne peux plus concevoir vivre sans être protégé. Alors, j'ai un petit quiz pour toi. D'après toi, combien coûte la sécurité des 9 juges de la Cour suprême aux États-Unis aux contribuables par année? Ah oui, hein. Là, on parle pas de la sécurité présidentielle, on parle des juges de la Cour suprême. C'est un crescendo. Donc, vas-y. 150 millions de dollars parce qu'ils ont une police, 150 millions pour protéger le périmètre de la Cour et les 9 juges qui sont surveillés 24/7. Les membres du Congrès, Chambre des représentants et Sénat. Les sénateurs ont toujours, parce qu'ils sont moins nombreux, influents, ont toujours plus ou moins été accompagnés de la sécurité. On est à aujourd'hui 1 milliard de budget pour la protection des membres du Congrès, pour qu'ils puissent exercer leur métier sans être menacés ou le moins possible. Les Secret Service 2025, quel est le budget, Mario? Je pense qu'on va faire le saut. 3,2 milliards de dollars pour protéger plus ou moins une quarantaine d'individus, parce que les Secret Service ne protègent pas tout le monde, ça protège essentiellement le président, le vice-président, leurs familles, enfants et les dignitaires étrangers, puis ponctuellement des personnalités qui sont visées par des menaces particulières. Le secrétaire à la Défense... Quelques anciens présidents aussi? Et tous les anciens présidents. À moins d'y renoncer. Un seul a accepté de faire ça en 85 ou 86, c'était Richard Nixon. Mais jusqu'à sa mort, par exemple, Jimmy Carter, vieil homme de 98, 19 ans, avait une protection des Secret Service. Et on peut le comprendre. 3,2 milliards de dollars, un budget qui a augmenté, je pense, du tiers dans les quelques dernières années, parce que la menace ou les menaces ont explosé. Donc, la violence politique, elle existe. Et j'allais dire Peter Hegseth, je parle de lui, on pourrait parler d'autres. Peter Hegseth a plusieurs ex-femmes, plusieurs enfants, et c'est un budget qui a été multiplié par 3 pour la protection. C'est une police associée au Pentagone, à ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère de la Guerre, qui assure la protection. Mais si tu multiplies ça, et notre ami Kirk, Charlie Kirk, avait de la protection. C'est-à-dire qu'un influenceur qui crée de la controverse, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, alors il va être accompagné par les autorités locales quand il se déplace, mais il y avait aussi une protection que lui payait. Et c'est de plus en plus fréquent. Je vis en France où quelqu'un qui a écrit sur les réseaux fréristes, comme dans les Frères musulmans, Florence Bergeau-Blaclair, que je vais accueillir à mon émission plus tard cette année, parce qu'elle a dit quelque chose qui ne pouvait pas être entendu par des islamistes militants, est protégée 24/7. On parle d'une chercheuse scientifique. Donc, la liberté d'expression, la liberté de penser et de pouvoir discuter, elle est évidemment bridée avec un prix énorme et ça devient banal que de savoir qu'aujourd'hui, tu as de la protection chez toi. Des citoyens qui sont un peu plus à risque, y pensent, parce que justement, les opinions choquent au point qu'on a envie de les faire taire de cette manière. Alors, long détour ce matin pour dire qu'au-delà de l'affaire Kirk, qui, je pense, va nous marquer durablement et qui peut-être amorce un cycle inquiétant de violence politique aux États-Unis. Je veux pas l'annoncer, mais je pense que c'est une possibilité. C'est aussi ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus spontanément penser qu'il n'y a pas de conséquences. Stéphane, rapidement, ça a été tout un choc, je pense, pour la planète au complet de voir Israël frapper au Qatar, qui était un pays, un peu le pays qui accueillait les négociations, qu'on voyait comme une espèce d'entremetteur pour permettre le dialogue difficile entre le Hamas et Israël, et avec les États-Unis aussi. Là, aujourd'hui, le premier ministre du Qatar va rencontrer Donald Trump?
C'est pas un hasard. On n'en parle pas beaucoup. Ça va arriver en fin de journée à New York, je pense. C'est un message clair qui est envoyé. Parce qu'il y a une question qui se pose. Si les Israéliens ont décidé de frapper au Qatar, où on savait que les négociateurs du Hamas négociaient, discutaient avec les Américains, avec d'autres, d'abord, il y a une question. Si tu tues les négociateurs, est-ce que tu es vraiment intéressé à négocier? C'est tout. C'est basique. Deuxièmement, est-ce que les Américains ont été prévenus à l'avance de l'attaque? Si oui, pourquoi ne pas l'avoir empêché? Mais Trump a répondu à ça en disant qu'il le su à l'avance, mais pas assez longtemps pour avertir le Qatar. Exact. Quelques instants avant. Alors, c'est justement l'échappatoire, parce que fondamentalement, ce que ça voudrait donc dire, c'est que ils ne l'ont pas su parce que les Israéliens ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin de l'autorisation de leurs parrains pour passer à l'action. Peut-être craillaient-ils la réponse. Mais dans le cas des États-Unis, deux choses. La rencontre aujourd'hui pour envoyer un signal. Hier, le Conseil de sécurité, à l'unanimité, avec le vote des États-Unis, a condamné ce qui s'est passé. Normalement, à chaque fois qu'Israël est dans les câbles aux Nations unies et au Conseil de sécurité, les États-Unis sont à leur côté. La plus pro-israélienne de toutes les administrations, celle de M. Trump, a choisi hier de ne pas s'objecter. C'est aussi un signal parce que les Qataris, comme d'autres dans le Golfe, c'est la première visite officielle du président Trump. Il est allé voir les pays du Golfe. Le Qatar, c'est une des plus importantes bases militaires américaines dans la région. Est-ce qu'on est des alliés ou on n'est pas des alliés? C'est la question que posent les Qataris, comme toutes les autres monarchies, qui sont pas des exemples de démocratie, mais qui sont certainement importantes dans la région, que M. Trump avait considéré comme des alliés essentiels. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas un hasard si on demande, comme les Ukrainiens, des garanties de sécurité. Est-ce que Donald Trump sera plus généreux dans la dispensation de ces garanties de sécurité publiquement qu'il ne l'a été à l'endroit de l'Ukraine? Chose certaine, c'est un chapitre intéressant et nouveau de l'histoire. Oui, à suivre. Là-dessus, bon dans week-end. La tournée de M. Trump dans cette région du globe, la mémoire, est-ce que c'est le cas? Il y a un des pays qui avait fait un cadeau d'un avion, c'est le Qatar, non? Il y avait les Est-ce que c'est les Qataris, le Air Force One? Ou c'est les Émirats? Je me rappelle plus. On va vérifier. C'est Émirats ou Qataris qui a offert le 747. S'il y a eu un cadeau, c'est seulement un conflit d'intérêts. Hey, merci Stéphane, bonne fin de semaine. Ça serait probablement le premier, c'est ce que tu me dis, Mario? Mario? Je sais pas. On vérifiera. Bye.